Donc ce plan, il a un nom en une phrase, c'est « Partager l'innovation, un diagnostic et un traitement pour chacun ». Et je pense que chaque mot compte et est assez représentatif de ce qu'on a voulu faire. Alors, ce n'est pas du tout un travail de ma part toute seule. Il y a 160 personnes qui ont travaillé dur pour ce plan, 4 groupes de travail. Et c'était un copilotage avec le professeur Lévy, à ce moment-là, président d'Aviosan. Notre fil rouge, c'est important de le rappeler, était parti des objectifs définis à l'Europe, en fait, en 2017 et à l'international, surtout par le consortium IRDIRC, qui disait qu'en cas de suspicion d'une maladie rare, un diagnostic précis doit être établi en moins d'1 an après la première consultation auprès d'un spécialiste, lorsque la base moléculaire de la maladie est connue, et 1000 nouveaux traitements développés avant 2027. C'est très ambitieux, mais ça a été donc notre fil rouge. Et puis, bon, vous le savez probablement par cœur, mais c'est important quand même de poser ces 2 définitions qui nous ont guidés, puisque l'objectif était de lutter contre l'errance diagnostique, c'est-à-dire la période qui va de l'apparition des premiers symptômes à la date à laquelle un diagnostic est posé, et ça peut être très 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 long. Et puis l'impasse diagnostique, donc là c'est vraiment l'échec à définir la cause d'une maladie quand on a tout mis en œuvre en l'état actuel de l'art. Donc on en est au 3e plan. Vous avez connu sous l'impulsion des associations, il faut le dire, donc le plan 1 avec la structuration des centres, le plan 2 avec la structuration des filières, le lancement de la BNDMR. Et puis, donc, on n'est pas parti d'une feuille blanche. Il y a eu une évaluation du Haut Conseil de santé publique et de l'HCERES qui ont dit il faut y aller pour un 3e plan parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en termes de traitement, d'innovation, de recherche et d'amélioration du parcours de santé. Donc, notre feuille de mission était de proposer les mesures phares susceptibles de conduire à des améliorations déterminantes du diagnostic, de l'offre de soins, de la compréhension de ces maladies et le développement de traitements efficaces, puisque, je vous rappelle, on est dans un public d'experts, mais je vous rappelle quand même quelques chiffres. En matière de génétique, 95% en gros des maladies rares n'ont pas de traitement et 50% des malades sont sans diagnostic précis. Tout cela dans un contexte particulièrement favorable pour l'élaboration de ce plan, puisque, vous le savez, on est en pleine stratégie nationale de santé, Ma Santé 2022, que ce plan s'articule pour beaucoup d'actions, notamment l'axe 1, avec la révision de la loi de bioéthique, qui va être revue cette année, s'appuie sur les filières de santé maladies rares, qui sont donc un atout pour le parcours de soins et pour la recherche, s'appuie sur la nouvelle labellisation des centres de référence en 2017, ça a été finalement la première action de ce plan 3. Ce développement croissant d'une médecine personnalisée avec une interaction extrêmement forte avec le plan Médecine France Génomique 2025 et le plan Cancer 3. En France, il y a plus de 220 associations de personnes malades au sein de l'Alliance Maladies Rares. Et puis donc la BNDMR qui enfin se déploie et voit le jour, donc qui est une opportunité pour améliorer donc l'apport des bases de données. Et puis bien sûr, Ségolène en parlera tout à l'heure, l'Europe, puisqu'il faut rappeler que la place privilégiée de la France au sein des réseaux européens de référence sur les maladies rares. Et merci Ségolène à nouveau. Donc la France a créé et héberge Orphanet. Donc voici une vision tout à fait simplifiée de l'organisation de la prise en charge des maladies rares en France. Je ne vais pas vous refaire le couplet sur ce que c'est qu'un centre de référence, une filière, etc. Mais donc on est quand même très structuré en France, 23 filières, en miroir de 24 réseaux européens. Il y a 109 réseaux donc,
qu'on peut appeler aussi centre de référence coordinateur, avec donc 278 centres de référence constitutifs et plus de 1800 centres de compétences et centres de ressources et de compétences dans le domaine de la mucoviscidose, la SLA et l'hémophilie. Donc ce plan qui est sorti, comme vous le savez peut-être, le 4 juillet dernier, 4 juillet 2018, annoncé par les deux ministres Agnès Buzyn et Frédérique Vidal, donc, comporte 5 ambitions, déclinées en 11 axes de travail et 55 mesures. L'objectif principal étant d'assurer à terme un diagnostic et un traitement à chaque personne malade. Donc le financement prévu sur cette période, donc jusqu'à 2022, est de un peu plus de 777 millions d'euros. Donc, quelles sont ces 5 ambitions? Je ne vais pas vous détailler toutes les mesures. Donc, favoriser un diagnostic rapide pour chacun, innover pour traiter, pour un traitement de qualité, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des malades, un gros axe aussi sur l'information et la formation. C'est bien que tout soit bien structuré, mais si personne ne connaît ce dispositif, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, donc, moderniser les organisations et les financements. Donc, voilà les 11 axes de travail, qui sont eux-mêmes donc divisés en 55 mesures. J'ai mis en rouge donc l'axe 1, qui est vraiment l'axe majeur, c'est donc réduire l'errance et l'impasse diagnostique. Et puis, c'était quand même un peu le sujet qu'on m'avait demandé aujourd'hui, donc renforcer le rôle des filières sur les enjeux du soin et de la recherche, puisque ce plan a vraiment pour socle, beaucoup plus que le plan précédent, tout le travail des filières de santé et maladies rares. Donc l'idée est que en fait, chaque patient se retrouve dans un circuit le plus possible, jusqu'à éventuellement un circuit de diagnostic puis de recherche, s'il se retrouve en impasse diagnostique. Donc le patient, bien sûr, au cœur de l'action, qui va bien sûr suivre son chemin, son médecin généraliste, des consultations spécialistes. Il y a quelquefois des erreurs diagnostiques, de l'errance, et puis arriver le plus vite possible en consultation des centres de référence et de compétences. Et puis donc on arrive, ou pas, dans un circuit de séquençage au débit, avec des réunions de concertation pluridisciplinaires en amont, en aval, et un diagnostic, on l'espère, et s'il y a de l'errance, que personne ne soit sur le carreau et puisse arriver dans un circuit de recherche. Tout cela en parallèle, bien sûr, de la prise en compte des sentiments de ces patients qui se sentent dans ces domaines-là peut-être encore un peu plus dans un sentiment de solitude, de découragement, d'injustice et d'épuisement, et sans oublier donc tout l'accompagnement médico-social nécessaire à tous les âges de la vie, la scolarité, la prise en charge multidisciplinaire, l'accès aux droits, les associations, l'emploi, etc. L'idée étant de fluidifier, bien sûr, je dois cette diapo à Narat, donc de fluidifier le parcours depuis la médecine de proximité où il faut essayer d'introduire ce que les associations de malades appellent bien la pédagogie du doute, jusqu'à la médecine spécialisée, les centres de compétences de référence, et puis les patients sans diagnostic qui pourront, on l'espère, bénéficier des avancées de la recherche avec un retour vers le patient. La gouvernance, elle peut paraître un peu compliquée. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout ça qui est important, c'est les filières, encore une fois, qui sont vraiment le socle de ce plan, avec au sein de chaque filière des groupes de travail, diagnostic thérapeutique, base de données, Europe, parcours de soins, formation, et donc ce groupe transversal, ce comité des filières, avec des thématiques justement transversales à toutes les filières, un comité opérationnel et un comité stratégique interministériel. Donc cette gouvernance, juste pour finir avec ça, donc, comporte
donc vous l'avez vu tout en haut, un comité stratégique qui va veiller à la réalisation du plan, qui va orienter sa mise en œuvre et proposer des adaptations du plan en fonction de l'évolution du contexte, et qui remettra un rapport annuel au Premier ministre. Et puis donc il y a un comité opérationnel qui mettra en œuvre les actions du plan. Et donc ce comité est présidé par le professeur Jean Pouget qui coordonne aussi la filière Filnemus, qui avait travaillé avec nous sur le plan dans un des axes, et le professeur Elisabeth Tournier-Lasserve, qui fait partie de votre filière Brenteam, qui représente plus les aspects recherche. Les associations de malades, de personnes malades, sont représentées absolument dans toutes les instances de gouvernance, et notamment ces deux comités. Et donc le comité de pilotage des filières, lui, se réunit régulièrement tous les trimestres. Alors, j'ai planté le décor. Donc, quelles sont les avancées, où est-ce qu'on en est de ce troisième plan? Maintenant, il faut le faire vivre. Et donc, il a commencé à vivre, ça c'est bien. Donc, il y a des appels à projets qui sont prévus par le plan Maladies Rares 3. Donc, le plus récent, c'est cet appel à projet pour la deuxième campagne de labellisation des filières de santé maladies rares. Donc, les filières ont rendu leur copie fin janvier. Donc, le jury se réunira fin mai. Je n'en connais pas la composition. Et donc, c'est une labellisation qui sera valable 5 ans. On peut citer aussi donc un appel à projet là, qui vient de sortir, vous l'avez peut-être vu, sur les PNDS, puisque les ministères trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup de PNDS produits. Donc l'objectif, c'est d'avoir 100 PNDS produits par an. Et donc il y a 20 millions d'euros pour financer la réalisation de ces PNDS. Il y a 10 millions d'euros aussi consacrés à l'ETP, à l'éducation thérapeutique, sur toute la durée du plan. Aussi, donc, pas mal d'argent sur la formation des professionnels aux maladies rares sur toute la durée du plan. Il y a un appel d'offres dont je vais reparler là, qui va être consacré à la création de plateformes d'expertise et des plateformes donc, en Outre-mer sur toute la durée du plan, donc à la fois dans les CHU de métropole et en Outre-mer. Et puis, donc, il y a des appels d'offres pilotés par le ministère de la Recherche et de l'Innovation. Ça, c'est directement, donc ça, c'est un petit peu nouveau aussi. Le JP, le plan européen, le European Joint Plan étant le plus emblématique. Donc, la plupart de ces appels d'offres nécessitent actuellement la mise en place de groupes de travail pour préciser les attendus. Donc je vais pas vous décrire tout ça, mais juste faire un focus sur quelques-uns très pratiques. Donc on peut faire un focus sur l'action 1.5. 1, c'est l'axe réduire l'errance diagnostique, donc notamment sur les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire. Il y a un véritable effort pour faire en sorte que ces RCP deviennent de la bonne pratique en routine, et donc pour permettre de sécuriser le diagnostic et puis aussi de participer à la mise en route du plan France Médecine Génomique, et donc qu'elle soit aussi interopérable le plus possible avec le dossier patient informatisé. Donc il y a de l'argent qui est prévu, une mission d'intérêt général de 500 kilos euros là, en 2019, qui va être répartie sur les 23 filières pour ça, pour les doter d'un outil de RCP. Un petit focus sur la BNDMR, la Banque nationale des maladies rares, donc du soin à la santé publique et à la recherche. Donc quel est l'objectif de cette base ? C'est d'identifier les patients, donc maladies rares, de manière univoque et pérenne, d'aider au rapport d'activité, puisque c'est toujours un peu casse-tête. Là, vous avez vu, on vient de recevoir Pyramide, là, c'est toujours un grand moment pour les coordinateurs de centres. Générer donc des indicateurs de santé publique et participer à l'amélioration de la connaissance de l'épidémiologie de toutes les maladies rares, et puis donc faciliter la mise en place pour recueillir des données ciblées pour pouvoir servir secondairement à la constitution de registres de cohortes beaucoup plus larges
Donc il y a différents niveaux. En fait, chaque CHU a son dossier patient et son BAMARA, donc ça c'est local. La BNDMR, c'est donc national et c'est pour faire essentiellement donc, de l'épidémiologie. Et puis donc un niveau qui va être plus un niveau de recherche, donc sur les cohortes et les registres maladies rares. Il y a un appel d'offres qui est en cours, auquel ont répondu 18 établissements de santé pour améliorer l'injection automatique du set minimal de données des dossiers patients informatisés vers cette BNDMR, en espérant que ça va faciliter le travail de ceux qui sont censés rentrer toutes ces données, c'est-à-dire nous, les acteurs de terrain, et on n'a souvent pas beaucoup de temps de s'en occuper. Donc, il y a une grosse action donc, pilotée par la DGOS pour confier au centre de référence, avec l'appui des filières, la constitution d'un registre national des personnes en impasse diagnostique, c'est-à-dire repérer les personnes en impasse diagnostique à partir de cette de BAMARA et de cette BNDMR. Ça rejoint un petit peu le schéma que je vous ai donné tout à l'heure. Il y a plusieurs niveaux possibles d'impasse. Et ça va être donc une action qui va être en lien très étroit avec un autre appel d'offres dont je vais vous parler un petit peu plus tard, piloté cette fois-ci par le ministère de la Recherche, pour améliorer justement ce partage de données et lancer des programmes de recherche sur ces impasses diagnostiques. En lien avec l'international, bien sûr, toujours le lien plan français, plan européen et dynamique nationale avec UDNI et Solverde. Donc actuellement, il y a un projet pilote qui a démarré. Alors ce n'est pas pour toutes les filières, c'est juste pour la filière Filnemus, en fait en 2019, sur 3 mois, 3 centres pour 1000 patients, pour étudier justement un peu la faisabilité de ce registre des impasses diagnostiques. Donc les porteurs sont Filnemus, la BNDMR et la FM Téléthon et la DGOS. Et donc l'idée étant d'évaluer combien de personnes sans diagnostic connu vont pouvoir être réétudiées, combien de nouveaux diagnostics trouvés, et puis voir si c'est faisable d'analyser les 30 variables du recueil complémentaire de BAMARA, avec une évaluation du taux de remplissage. Il y a aussi une action qui n'est pas propre au plan maladies rares, mais qui peut nous servir beaucoup dans le cadre des maladies rares. C'est le développement de la télémédecine au sens large. Alors, vous savez que la télémédecine, il y a pas mal de branches. Il y a la téléexpertise, la téléconsultation, la téléassistance, etc. Mais donc, à compter de février 2019, les actes de télémédecine sont reconnus. Ils vont pouvoir être valorisés, et notamment pour les patients qui sont en ALD, pour les maladies rares. C'est prévu pour les patients qui habitent dans des zones sous-médicalisées, les détenus, etc. Un petit focus aussi sur l'appel d'offres plateforme d'expertise, alors qui n'est pas encore sorti, mais qui va probablement voir le jour, c'est même à peu près sûr, au 2e semestre. Je parle sous le contrôle de Christophe, parce qu'en fait, il fait partie du comité de labellisation. Tu es peut-être plus au courant que moi, en fait. Et donc, il va y avoir un appel d'offres pour encourager les établissements de santé, ceux qui hébergent des centres de référence maladies rares et des centres de compétences, à mettre en place des plateformes d'expertise maladies rares pour renforcer l'articulation interfilière au sein des établissements. C'est-à-dire, ce n'est pas pour faire double emploi avec les filières, c'est pour essayer de créer une porte d'entrée unique au niveau de chaque établissement pour orienter le patient au mieux possible, et pour aider aussi les professionnels de terrain à trouver le bon centre de référence, le bon centre de compétences. Donc améliorer la visibilité des centres labellisés, soutenir l'innovation diagnostique thérapeutique, la formation et la recherche, renforcer les liens entre les centres et les associations de malades,
favoriser l'implémentation des bases de données maladies rares, et puis aussi avec une mission d'aider les actions médico-sociales dans les centres. Le copil aussi des filières, donc dans le plan maladies rares, bouge un petit peu. Enfin, il a un peu changé de format. Les réunions sont organisées maintenant par les 2 ministères, santé et recherche. C'est vrai qu'avant, c'était plus la santé qui organisait un petit peu toute seule. Et puis les échanges interfilières sont beaucoup plus nombreux et favorisés et nourris par le travail des groupes thématiques qu'on a vu tout à l'heure, en articulation évidemment étroite avec les comités de pilotage de chaque filière. Donc il y a pas mal de groupes interfilières qui se sont constitués. Ça, c'est un tableau qui récapitule les financements recherche du plan maladies rares. Il y a donc un appel d'offres aussi qui est prévu pour créer des nouveaux entrepôts de données. Là, je vais vous en dire un petit mot pour que, avec des données qui suivent les principes FAIR, vous savez, c'est findable, etc., réutilisable. Solène vous fera un cours là-dessus. Accessible, voilà, et interopérable. Il y a actuellement l'EJP qui est lancé. Il y a déjà eu un premier appel d'offres, avec la participation au financement par la France, un financement de 3 millions d'euros par l'ANR et un petit peu de financement aussi par la Fondation Maladies Rares. Il y a donc un programme, j'en ai déjà dit un mot, pour la recherche sur les impasses diagnostiques. Et puis une action qui prévoit de prioriser de la recherche translationnelle en maladies rares dans les appels d'offres, notamment ANR. Donc, juste un tout petit mot de 2 actions pour peut-être y voir un tout petit peu plus clair. Donc, cette action 3.2 qui vise à accompagner la collection des données clinico-biologiques, les cohortes, les registres, pour leur constitution, leur utilisation, leur valorisation. Et puis l'action 5.4, donc ce gros programme français de recherche sur les impasses diagnostiques en lien avec l'international. Donc le constat a été que actuellement c'est très difficile de collecter des données de qualité, les apparier, les analyser, les échanger. Et c'est un obstacle majeur à l'identification des maladies rares, à la compréhension de leurs mécanismes et à la réalisation des essais cliniques. Parce que ce n'est pas que les gens ne font pas des bases de données ou n'ont pas des cohortes, etc. Elles sont très, très nombreuses, au contraire, mais elles sont aussi très, très hétérogènes et pas du tout interopérables au niveau national et européen. Donc l'objectif, c'est d'essayer de monter des entrepôts de données qui soient utilisables en recherche, sécurisés, avec les fameux principes FAIR, et au sein des filières. Et si possible interopérable avec la BNDMR et les entrepôts de données des ERN et la future plateforme de l'EJP. Donc là aussi, il y a un groupe de travail qui est en train de travailler dur là-dessus. Et donc l'appel d'offres sur les impasses diagnostiques, ça aussi c'est donc financé et piloté par le ministère de la Recherche. C'est donc en complément de cette action dont je vous ai parlé tout à l'heure, du registre des personnes en impasse diagnostique piloté par la DGOS. Donc là, l'objectif est plus recherche, de réduire donc le nombre de patients atteints de maladies rares en impasse diagnostique. Et puis, secondairement, l'idée est d'attirer des nouvelles équipes d'expertise qui sont très variées dans le champ des maladies rares, et la création d'un réseau transdisciplinaire national articulé autour des porteurs de projets. Donc là aussi, il y a un groupe de travail qui a été constitué. Donc tout ce travail du plan, de sa mise en action, ne peut pas être séparé du contexte beaucoup plus général et notamment européen, puisque là vous avez notre organisation française, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'Europe, on a
aussi une gouvernance avec un board des 27 États membres, une coordination, une animation de 24 réseaux européens de référence, dont 8 sont maintenant coordonnés par la France, et ce qu'on appelle healthcare providers, hein, les établissements de santé, donc qui font partie de ces réseaux. Il y en a 900, avec à l'interface donc tout un travail de gestion de l'information et des données avec Orphanet, la BNDMR, etc. Et puis, bien sûr, les partenaires associatifs, hein, et notamment Eurordis, hein, qui est la grosse alliance, un peu l'équivalent de l'Alliance Maladies Rares au niveau européen, de toutes les alliances européennes. Donc, il y a vraiment une action transversale, c'est pour faire la transition avec le topo de Ségolène, hein, donc entre les ERN. Hein, donc depuis que le Brexit a été annoncé, du coup, il y a 3 ERN de plus qui vont être coordonnés par la France. Hein, donc ça fait, c'est beaucoup. Hein, il y a 8 ERN pilotés par la France sur 24. Les hôpitaux porteurs de ces ERN étant la PHP, Lyon et Strasbourg, et les agences qui accompagnent, donc la DGOS, la DGS, le ministère de la Recherche et l'INCa. Voilà, donc un petit panorama. Donc l'idée étant d'apporter un diagnostic, un traitement des innovations à chacune des personnes malades, et puis permettre à la France de consolider sa position de leadership international pour réduire l'isolement que ressent chacune des personnes, hein, lorsqu'elle est atteinte d'une maladie rare. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour. C'est M. Souki, président de l'association Connaître les syndromes cérébelleux. Je voulais savoir comment fonctionnaient les chercheurs français au sein de l'Europe. Si c'était... Bonne question. C'est une vaste question. C'est justement un petit peu... Enfin, les chercheurs français, justement, ne sont probablement pas assez impliqués, hein, dans la recherche au niveau de l'Europe. Donc c'est un des objectifs majeurs de ce plan, de mieux faire le lien avec ce qui se fait au niveau de l'Europe. Et notamment par le biais de la participation des centres de référence aux ERN, de la coordination, comme je l'ai dit, de pas mal d'ERN par la France, de la participation aux bases de données internationales, etc. Mais on attend alors. Je voulais savoir si les appels d'offres sont déjà faits par rapport à l'ETP et puis par rapport à la formation des professionnels. Alors, les appels d'offres, ils ne sont pas encore sortis. Ils vont sortir au 2e semestre 2019. Le seul qui est sorti, c'est celui qui vient de sortir sur les PNDS. Exactement. C'est le premier qui est sorti. Sachant, n'oubliez pas que les appels d'offres passent par les filières et que les filières aujourd'hui ne sont pas encore relabellisées, puisque j'avais participé au comité de pilotage qui avait écrit la circulaire de relabellisation et on nous avait demandé au plus tard, il fallait faire ça dans l'urgence, il fallait rendre les dossiers pour le 28 janvier parce qu'il fallait absolument que le jury puisse se réunir début mars pour qu'on ait les résultats fin mars. Et puis on a appris il y a 3 semaines que finalement c'était reporté au mois de juin. Voilà, donc ça met quand même une petite... On a même été étonné que l'appel d'offres des PNDS sorte la semaine dernière parce qu'on pensait que c'était un peu mis en attente de la relabellisation des filières parce que toutes les réponses à ces appels d'offres passent par les centres de référence puis par les filières avant de remonter à la DGOS. Alors le PNMR3 est très axé sur le diagnostic. Qu'en est-il des orientations du PNMR2, notamment sur le médico-social, où il y en avait quand même pas mal sur les aidants, etc. Est-ce que ça reste quand même une priorité ou est-ce qu'on considère que c'est lancé et que du coup on passe à autre chose ? Alors ça reste une priorité. Enfin, pour moi, c'était un axe majeur, hein, puisqu'on avait vraiment même un groupe sur le parcours de vie. Par contre, il n'y a pas vraiment d'action directe financée par le plan maladies rares dans le domaine notamment médico-social parce que c'est interfacé avec le schéma handicap rare, avec le plan handicap, avec le plan cancer, etc.
Donc il n'y a pas eu... Attends, si je peux compléter, c'est une des 5 missions des centres de référence qui a été rappelée, sur laquelle les relabellisations porteront avec des indicateurs sur lesquels, dans le groupe de suivi des labellisations, nous allons avoir comme mission, entre autres, de définir les critères de relabellisation. Et de même qu'il devra y avoir des critères sur les PNDS, sur l'éducation thérapeutique, il devra y avoir des critères sur les actions médico-sociales des centres de référence. Et je crois effectivement que là, il n'est pas prévu d'appel d'offres spécifique dans le cadre du plan maladie rare. Encore une fois, moi, je ne suis pas le ministère. C'est-à-dire qu'on a donné les orientations, ce qui nous paraissait important, et c'est eux qui ont choisi où ils mettaient de l'argent. Donc, je n'y suis pour rien.